Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger les exos du chapitre 1, discours mathématiques, logique, ensemble et fonctions. Alors en classe, on a corrigé les exos donc de 1.1 jusqu'à 1.5. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'exo 1.6. Donc soit E un ensemble. On considère dans E des parties A, B, C et D. Donc A, B, C et D, ce sont des sous-ensembles de E. Donc la première question, simplifier les expressions suivantes. Donc on a deux expressions à simplifier. Alors prenons la première expression. Alors on a A union B inter A bar union B inter A union B bar inter A bar union B bar. Alors, pour simplifier une expression, généralement, la première chose à laquelle on doit penser, c'est la factorisation. Alors, peut-on factoriser ici? Est-ce qu'il y a un facteur en commun? Donc, il n'y a pas un facteur en commun entre les différentes parties de l'expression. Par contre, si on prend la première partie, enfin, les deux premières parties, on remarque qu'on a B comme facteur en commun. Donc, on met B en facteur. Donc, B, la relation entre B et A, c'est la réunion. Pareil, la relation entre B et A bar, c'est aussi la réunion. Donc, si on factorise par B, donc ça sera B union, entre parenthèses, A, inter, A bar. Donc, inter. Donc, pour les deux dernières parties de l'expression initiale, on peut factoriser par B bar. Donc, on met B bar en facteur, union, entre parenthèses, A, inter, A bar. Or, A inter A bar est égal à combien? Eh bien, A inter A bar est égal à l'ensemble vide. Parce qu'il n'y a aucun élément en commun entre A et A bar. A bar, donc je vous rappelle que l'ensemble A bar, c'est l'ensemble complémentaire de A dans E. Puisque c'est l'ensemble complémentaire, alors il n'y a aucun élément en commun donc, avec A. Donc, pareil, de l'autre côté, on a A inter A bar qui est égal à l'ensemble vide. Alors, on a B union l'ensemble vide, inter B bar union l'ensemble vide. Or, B union l'ensemble vide est égal à B et B bar union l'ensemble vide est égal à B bar. Donc, en résultat, on a B inter B bar. Or, B inter B bar qui est égal à l'ensemble vide. Prenons alors la deuxième expression. Donc, la deuxième expression, donc c'est... Ici, en fait, pour cette expression, on peut faire comme pour la simplification de la première expression. Et donc, on met B en facteur pour les deux premières parties de l'expression et B bar en facteur.
et on peut simplifier ainsi l'expression. Mais on remarque ici que la deuxième expression est le complémentaire de la première. Donc, si on prend la première expression et on cherche le complémentaire, c'est-à-dire si on prend donc le complémentaire de la première expression. Donc, juste pour simplifier l'écriture, je vais écrire comme ça, mais c'est pas... Donc, on ne peut pas écrire comme ça quand même. Donc, est égal. Alors, c'est A union B. Donc, en appliquant les lois de Morgan, on aura A bar inter B bar union A inter B bar union A bar inter B. Je vous rappelle que B double bar égale B. Union A bar inter B. Donc A inter B. Et puisque la réunion est commutative, alors on peut écrire, donc pour avoir la forme de cette expression, alors on peut écrire A inter B union A bar inter B union A inter B bar union, donc la dernière partie, donc A bar inter B bar. C'est-à-dire, donc on a cette expression ici, cette expression, donc A inter B bar et la dernière. Donc, puisque la deuxième expression est le complémentaire de la première, alors c'est donc le complémentaire de l'ensemble vide. Or, c'est quoi le complémentaire de l'ensemble vide? Eh bien, c'est, puisque l'ensemble vide, c'est l'ensemble qui contient aucun élément, alors son complémentaire, c'est l'ensemble global E qui contient tous les éléments. Donc, la simplification de la deuxième expression donne l'ensemble E. Avant de passer à la deuxième question, donc je voudrais juste vous faire un petit rappel sur quelques opérations utiles, surtout pour la simplification des expressions. Alors, si on considère qu'on a A une partie de l'ensemble E, donc A qui est une partie de l'ensemble E, alors on a A union l'ensemble E égale, c'est l'ensemble E. A inter l'ensemble E égale l'ensemble A. Donc, A union l'ensemble vide égale A. Et A inter l'ensemble vide égale l'ensemble vide. On a encore A union A bar, alors égale l'ensemble E, puisque A bar, c'est le complémentaire de A dans E. Alors, prenons maintenant les opérations
donc les mêmes opérations mais avec l'intersection. Donc on a A inter E est égal à, déjà on l'a déjà fait. Ensuite on a A inter A bar qui est égal à l'ensemble vide. Il y a donc voilà, donc ces quelques expressions sont utiles donc pour trouver des simplifications des expressions. Alors voyons maintenant la question 2. On définit la soustraction entre parties de E par A anti-slash B. Donc c'est pour dire A moins B. Et pour préciser que A et B ce sont deux ensembles, on utilise l'anti-slash. Alors qui correspond à A inter B bar. Démontrons tout d'abord cette égalité. En effet, donc en utilisant le diagramme de Venn. Donc si on prend l'ensemble E, et dans l'ensemble E, on a deux sous-ensembles A et B. Alors, qu'est-ce qu'elle représente? Donc A moins B, la soustraction. Donc A moins B. Alors, A moins B, c'est tout ce qui est dans A, mais pas dans B. C'est-à-dire toute cette partie qui est donc hachurée en rouge. Donc c'est tout ce qui est dans A, mais pas dans B. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est A inter B bar? Donc prenons le même diagramme de Venn. Donc l'ensemble A, l'ensemble B et l'ensemble E. Donc A inter B bar. Tout d'abord, B bar, c'est tout ce qui est autour de B. Donc B bar, c'est le complémentaire de B dans E. Voilà. Donc en bleu, c'est B bar. En rouge maintenant, donc c'est quoi la partie? Donc A inter B bar. Alors l'intersection de A et B bar, c'est cette partie hachurée en rouge. Donc, on a montré à l'aide du diagramme de Venn qu'il s'agit de la même partie. Donc, A moins B et donc, correspond à la même partie de A inter B bar. Alors, A moins B égale A inter B bar. Donc, maintenant, on doit montrer que A moins B égale A union B, le tout moins B. Sachez que on pourra montrer cette expression en utilisant les diagrammes de Venn. Mais donc là, on va plutôt donc montrer ça à l'aide du calcul. Donc pourquoi A moins B égale A union B, le tout moins B. Prenons la deuxième partie de l'expression qui est donc A union B moins B. Donc c'est comme si on a deux ensembles. Donc comme si on a X et B. Donc c'est comme si on a X moins B. Or,
x moins b égale quoi? Donc en appliquant cette égalité, c'est x inter b bar. Or, x est égal à A union B. Donc, c'est A union B inter B bar. Alors, si maintenant on développe cette expression, on aura quoi? On aura B bar inter B union B bar inter A. Or, B bar inter B est égal à l'ensemble vide. Alors, ce qui reste, c'est B bar inter A. Or, B bar inter A égale A moins B. Donc voilà, on a démontré cette égalité. Alors, passons maintenant à la deuxième égalité. Donc, comment peut-on montrer que A moins B, le tout inter C moins D, égale A inter C moins B union D? Donc, pour cette deuxième expression, on pourra commencer donc, à partir de la deuxième partie de l'égalité pour aller à la première ou de la première pour retrouver la deuxième. Alors, si on prend la première partie, donc A moins B inter C moins D. Alors, on applique donc la formule concernant la soustraction. Alors, A moins B est égal à A inter B bar inter C inter D bar. Donc, qui correspond à C moins D. Donc, ici, on a donc que des intersections. Or, on sait que l'intersection est associative. Alors, on peut écrire. Donc, on peut déjà commencer par enlever les parenthèses. Donc, on peut écrire A inter B bar inter C inter D bar. Ensuite, on peut écrire A inter C inter B bar inter D bar, qui est égal à A inter C inter. Donc ici, on a B bar inter D bar. Si on applique l'inverse de la loi de Morgan, donc on aura B union D le tout bar. Donc ici, comme si on a donc X et Y. Donc comme si on a la forme de X inter Y bar. Or, X inter Y bar, c'est X moins Y. Donc, en remplaçant X et Y par A inter C et B union D, donc on aura A inter C moins B union D. Et donc, voilà, on a retrouvé cette expression.
Passons maintenant à l'exo 1.7. Alors, on considère les ensembles E, donc qui contient 3 éléments A, B et C, F, l'ensemble qui contient 2 éléments 1 et 2, et G, l'ensemble qui contient 3 éléments 0, 1 et 2. Déterminer, donc pour la première question, déterminer en extension les ensembles. Donc, E croix F, F croix E, F croix G, E croix F, croix G et F croix F. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'ensemble E croix F? Qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, c'est le produit cartésien de E et F. Donc, en effet, le produit cartésien de E et F, donc, c'est l'ensemble des couples X, Y, tels que X est un élément de E, donc X appartient à E, et Y est un élément de F. Donc, c'est l'ensemble des couples X, Y, tels que X est un élément de E et Y est un élément de F. Alors, il faut faire attention ici, parce que dans un couple, l'ordre a de l'importance. D'accord? C'est-à-dire, le couple X, Y est différent du couple Y, X. Donc, ce n'est pas comme dans les ensembles. Donc, je vous rappelle que dans un ensemble, lorsqu'on écrit un ensemble X, Y, donc c'est un ensemble qui contient 2 éléments X et Y, et bien l'ordre n'a pas d'importance. C'est-à-dire, on peut l'écrire sous la forme Y, X. Pardon. Donc, entre accolades. Donc, lorsque on écrit les éléments de l'ensemble, l'ordre n'a pas d'importance. Par contre, pour un couple, eh ben, l'ordre a de l'importance. Donc, le couple X, Y est différent du couple Y, X. Alors, cherchons maintenant donc, les produits cartésiens. Donc, en effet, pour déterminer le produit cartésien de deux ensembles, on peut utiliser un tableau à deux entrées, à double entrée, tel que on a donc en ligne, par exemple là on met les éléments de E, en ligne on met les éléments de E et en colonne on met les éléments de F. Donc par exemple ici on a 3 lignes puisque E contient 3 éléments. Donc voilà 3 lignes. Et donc les éléments sont A, B et C. Et 3 colonnes pour... Pardon, 2 colonnes parce que F contient 2 éléments. Donc 1 et 2. Ensuite, on croise les éléments ligne, colonne. Alors, par exemple, pour ces 2 éléments, on aura le couple A1. Ensuite, A2, B1, B2, C1 et C2. Donc, l'ensemble E croix F égale donc les couples A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc voilà, donc E croix F est un ensemble dont les éléments ce sont des couples. Donc toujours le premier élément appartient à E et le deuxième appartient à F. Donc ici pour E croix F, on a exactement 6
couple. Alors, cherchons maintenant F croix E. Alors, F croix E, c'est l'ensemble des éléments tels que le premier élément appartient à F et le deuxième appartient à E. Donc, c'est 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C. Voilà. Alors maintenant pour F croix G. Alors dans F croix G, toujours, donc le premier élément appartient à F et le deuxième élément appartient à G. Donc on a 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1 et 2, 2. Voilà. Donc, arrivons maintenant au produit cartésien de trois ensembles. Alors, pour ces trois ensembles, donc pour le produit cartésien de trois ensembles, eh ben, on peut le faire sur deux étapes. On peut déterminer le produit cartésien sur deux étapes. Alors, on commence par E croix F. De toute façon, on a déjà E croix F. Donc, si vous voulez. Donc, E croix F croix G. Donc, c'est l'ensemble E croix F, le tout croix G. Alors, on peut tracer donc le tableau. Tel que en ligne, on met les couples ou les éléments de l'ensemble E croix F qui sont en fait des couples. Donc, on a 6 couples. Et en colonne, on a donc pour 3 éléments pour G. Donc 3 colonnes. Donc là, ici, on a G. Alors, on a les éléments 0, 1, 2. Et pour E croix F, on a 1A, 1, A2, B1, B2, C1 et C2. Donc maintenant, on croise donc les lignes avec les colonnes. Donc on aura l'idée triplée. Donc A1, 0, A1, 1, A1, 2. Ensuite, A2, 0, A2, 1, A2, 2. Donc pareil pour les autres donc, lignes. On a B1, 0, B1, 1, B1, 2, B2, 0, B2, 1, B2, 2. Donc, C1, 0,
C1, 1, C1, 2. Donc la dernière ligne, C2, 0, C2, 1, C2, 2. Donc voilà. Donc pour E croix F croix G, donc on a des triplés. Puisque E croix F croix G, donc c'est l'ensemble des triplés X, Y, Z. Donc tel que X est un élément de E. Donc ça c'est plutôt un opérateur logique. Et X, enfin et Y appartient à F et Z appartient à G. Donc, on a donc 3 propositions liées par l'opérateur logique et. Ensuite, on cherche donc F croix F. Alors, pour F croix F, on peut le noter aussi F carré est égal, donc 1, 1, 1, 2, 2, 1 et 2, 2. Alors, deuxième question. Précisez le nombre d'éléments de chacun des ensembles précédents. Donc, le nombre d'éléments, c'est le cardinal. D'accord? Donc, cardinal. Donc, cherchons le cardinal des ensembles trouvés. Cardinal de E croix F. Alors, cardinal de E croix F, c'est le nombre d'éléments du produit cartésien de E et F. Alors, nous avons vu que dans E croix F, on a 6 éléments, c'est-à-dire 6 couples. Cardinal de F croix E, c'est aussi égal à 6. Cardinal de F croix G égale, donc pour F et G, on a aussi 6 couples. Cardinal E croix F croix G, alors ici on a combien? Donc 1, 2, 3, multiplié par 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 18 couples. Et cardinal F carré égale 4. Donc voilà, on a 4 couples dans F carré. Que constate-t-on? Alors qu'est-ce qu'on peut constater ici? Eh bien, c'est le fait que cardinal E croix F égale à 6, qui est 3 éléments multipliés par 2 éléments. Donc, qui est égal à 3 fois 2, qui correspond à, donc 3 c'est le cardinal de E, donc le nombre d'éléments de E, multiplié par cardinal de F. Donc pareil, ici on a cardinal de F multiplié par cardinal de E. Donc cardinal de F multiplié par cardinal de G. Donc cardinal de E multiplié par cardinal de F multiplié par cardinal de G. Et ici on a, donc c'est le cardinal de F multiplié par le cardinal de F ou le cardinal de F au carré. Donc voilà pour l'exo numéro 1.7. Passons maintenant à l'exo 1.8.
Alors, déterminer en extension l'ensemble P de EI dans chacun des cas suivants. Je vous rappelle que le fait de déterminer en extension un ensemble veut dire lister les éléments de cet ensemble. D'accord? Donc ici, on va lister les éléments des ensembles, donc P de EI. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'ensemble P de EI? Alors, l'ensemble P de EI, par définition, c'est l'ensemble des parties de EI. Donc, l'ensemble des parties de EI. C'est-à-dire, donc c'est quoi l'ensemble des parties? Eh bien, c'est l'ensemble dont les éléments sont donc tous les sous-ensembles de E. Donc dans P de I, on a tous les sous-ensembles possibles de EI. Alors, si EI égale à l'ensemble vide pour E0, donc on a E0, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire E0 ne contient aucun élément. Alors, qu'est-ce qu'on a dans P de E0? Donc, le seul sous-ensemble possible de E0, c'est lui-même, c'est l'ensemble vide. Alors, peut-on écrire comme ça? Peut-on écrire P de E0 égale l'ensemble vide? Donc, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que E0 ne contient aucun élément. Mais P de E0 contient un élément qui est l'ensemble vide. Alors, il faut préciser que c'est un ensemble qui contient un seul ensemble qui est l'ensemble vide. Donc ici, E0 contient aucun élément. Par contre, P de E0 est un singleton. Il contient un élément. D'ailleurs, cardinal de E0 égale à 0, mais cardinal de P de E0 égale 1. Donc, dans P de E0, on a un seul élément. Alors, pour E1, E1 est un singleton. Donc, il contient un seul élément qui est l'élément A. Donc, P de E1, quels sont les sous-ensembles possibles de E1? Tout d'abord, l'ensemble vide est un sous-ensemble de E1, puisque l'ensemble vide est un sous-ensemble de tous les ensembles. Ensuite, donc, le deuxième sous-ensemble possible de E1, c'est le singleton, le singleton A, c'est-à-dire l'ensemble E1. En effet, un ensemble E est un sous-ensemble de lui-même. Donc ici, E de 1 contient un seul élément, mais P de E1 contient deux éléments. Alors, pour E2, qui contient deux éléments, A et B. Alors, on a P de E2 égale, tout d'abord, donc quels sont ici les sous-ensembles possibles de E2? Alors, le premier sous-ensemble possible, c'est l'ensemble vide. Le deuxième, donc, c'est le singleton, donc A, singleton B. Et ensuite, on a le sous-ensemble AB, donc qui correspond à E2. Alors, pour E3, qui contient trois éléments A, B et C, donc les sous-ensembles possibles sont l'ensemble vide, donc les singletons A, B et C. Ensuite, les paires. Donc, on a AB, BC
et AC. Et finalement, le triplet A, B et C. Donc, on a exactement 8 éléments. En effet, ici, on peut déjà remarquer que, donc par exemple, là, on a cardinal de E2 égale 2 et cardinal de P de E2 égale 4. Ici, donc pour E3, on a 3 éléments et pour P de E3, on a 8 éléments. Donc ici, pour E0, donc 0, et pour P de E0 égale à 1. Donc, un élément pour E1 et 2 éléments pour P de E1. Donc, comme si en fait la relation c'est 2 puissance le nombre d'éléments. Donc comme si en fait on a cardinal de P de E3 égale, enfin de E, pardon, de façon générale, ou EI égale 2 puissance cardinale de EI. Donc ici, 8 éléments, c'est 2 puissance le nombre d'éléments de E3 qui est égal à 3. Ici, c'est 2 puissance 2, donc parce que dans E2, on a 2 éléments. Donc ici, on a 2 puissance 1. Et pour P de E0, qui est égal à 2 puissance, or, dans E0, il y a 0 élément, donc 2 puissance 0. Donc, on va en fait démontrer cette égalité, mais pas maintenant, mais plutôt dans les chapitres suivants. Donc, exactement dans le chapitre où on va étudier le raisonnement par récurrence. Alors maintenant, donc il nous reste pour E4 qui contient 4 éléments. Alors pour 4 éléments, on a combien de sous-ensembles possibles? Donc cardinal de P de E4 égale cardinal de qui est égal à 2 puissance cardinal de E4, c'est-à-dire 2 puissance 4. Donc 16 éléments, c'est-à-dire 16 couples, pardon, 16 sous-ensembles possibles de E4. Alors déterminons ces sous-ensembles possibles. Donc le premier sous-ensemble possible, c'est l'ensemble vide. Le deuxième, donc en commençant par les singletons, donc A, B, C. Ensuite, les paires, donc AB, BC, AC, AD, BD et CD. Ensuite, donc les triplets, alors A, B, C, A, B, D, A, C, D, et donc B, C, D. Donc le dernier sous-ensemble possible, c'est E4. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il manque un sous-ensemble qui est le singleton D. Voilà. Alors, exo 1.9.
Alors, dans cet exo, on souhaite parler mathématiquement des dates d'anniversaire des personnes de la classe. Donc, pour cela, on doit proposer deux ensembles et une fonction qui permettrait de le faire. Alors, les ensembles, donc vous savez qu'est-ce que c'est. Alors, une fonction, c'est quoi? Donc, une fonction est un objet ou, disons, une application qui a, donc c'est par exemple une fonction f qui a comme entrée donc un élément x et comme sortie un élément y. Donc y est égal donc f de x. En effet, la fonction f associe à un élément, donc associe à un élément x, y. Donc elle associe y à x. Donc on l'écrit ou on note de cette façon. Donc f qui a x associe y. Donc si maintenant x appartient à un ensemble A et y appartient à un ensemble B, alors on dit que f est une fonction de A vers B. Donc c'est finalement f, c'est l'ensemble des couples x, y appartenant à A croix B. Alors maintenant pour notre exo, donc on a deux ensembles et une fonction. Bien sûr, en fait, les deux ensembles, ce sont A et B. Ce sont l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Alors, si f est une fonction, dans notre cas, qui a une personne de la classe associe sa date d'anniversaire. Donc, f est une fonction qui est à une personne P associe donc une date d'anniversaire D. Donc P est une personne, D est une date d'anniversaire. Et donc P appartient à l'ensemble, donc disons l'ensemble C pour dire donc P est une personne de la classe. Donc on sait c'est classe et D en minuscule, et là, il fait partie de l'ensemble D majuscule avec D, c'est l'ensemble donc des dates, de toutes les dates d'anniversaire possibles. Donc ici, dans D, on a exactement 366 éléments. Donc pour la deuxième question, traduisez avec des quantificateurs l'affirmation suivante. Donc les dates d'anniversaire dans la classe sont toutes différentes. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les quantificateurs? Alors les quantificateurs, ce sont, donc on a deux quantificateurs. On a le quantificateur universel donc pour tout ou quel que soit. Ou on dit aussi quel que soit. Et donc le quantificateur existentiel pour il existe au moins un. Voilà. Alors, comment peut-on traduire les dates d'anniversaire dans la classe sont toutes différentes?
Alors, pour dire les dates d'anniversaire, eh ben, en fait, on peut par exemple supposer qu'on a deux éléments quelconques ou deux personnes différentes. Et donc, quel que soit donc, P1, une personne donc, qui appartient à C, et quel que soit P2, une personne qui appartient à C, alors, si P1 différent de P2, alors, s'il s'agit donc de deux personnes différentes, alors leur date d'anniversaire est aussi différente. Donc, F de P1 est différent de F de P2. C'est-à-dire, ici, en fait, l'idée, c'est qu'on a pris les personnes de la classe 2 à 2. Donc, si on a deux personnes différentes, alors elles possèdent deux dates d'anniversaire différentes. Donc, voilà pour l'exo 1.10. 1.9, pardon. Alors, passons maintenant à l'exo 1.10. Donc, dans cet exercice, on a donc donné la valeur de vérité des propositions suivantes. Je vous rappelle qu'une valeur de vérité, c'est vrai ou faux. Alors, l'idée ici, c'est comment lire l'expression. D'accord? Alors, ici, par exemple, pour la première expression, quel que soit x un élément de R, c'est-à-dire quel que soit x un réel, x carré est supérieur ou égal à 0. Est-ce que cette expression est vraie? Cette proposition, est-ce qu'elle est vraie? Eh bien, oui, elle est vraie pour n'importe quelle valeur de x. Pour n'importe quel réel, on a toujours x carré supérieur ou égal à 0. Donc, pour B. Alors ici, il existe x, donc un élément de R, c'est-à-dire il existe au moins un réel tel que x carré supérieur ou égal à 0. Alors, si cette proposition est vraie pour n'importe quel réel R, alors oui, elle est vraie pour donc au moins un réel. Proposition C. Quel que soit x un réel, on a x carré supérieur strictement à 0. Est-ce que ça c'est vrai? Eh bien non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on a un cas donc d'exception qui est pour x égale, donc pour x égale 0, on a x carré égale 0. Alors la proposition, elle est fausse pour x égale à 0. Et si elle est fausse pour un seul élément, alors on ne peut pas dire qu'elle est vraie pour n'importe quel réel. Donc la proposition C est fausse. La proposition D maintenant. Est-ce qu'il existe au moins un réel x tel que x carré supérieur strictement à 0? Oui. Donc il existe plusieurs exemples. Donc par exemple pour x égale 2, on a x carré égale 4 et 4 est supérieur strictement à 0. Alors la proposition E, quel que soit x un réel, on a x carré inférieur ou égal à 0. Est-ce que cette proposition est vraie? La réponse c'est non. Maintenant, est-ce qu'il existe au moins un réel x tel que x carré inférieur ou égal à 0? La réponse elle est vraie parce que oui, il existe un réel
qui est égal à 0, tel que donc x carré égale à 0, ou 0 est inférieur ou égal à 0. Maintenant, donc, pour la proposition G, quel que soit x un réel, x carré est inférieur strictement à 0. Donc la réponse est faux. Maintenant pour H, alors maintenant, est-ce qu'il existe au moins un réel x tel que x carré inférieur strictement à 0? Pareil, la réponse est faux parce que on trouvera jamais un réel x tel que son carré est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire négatif. Donc ici, juste une petite remarque pour, par exemple, la proposition C, puisque donc, la proposition est fausse et nous, on a donné un exemple. Donc, on appelle ça un contre-exemple. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que j'étais claire. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions par mail. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.